Bienvenue à tous sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Vice Versa, votre émission hebdomadaire de débat et d'échange d'idées. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notions très importantes telles que la gouvernance et aussi le développement. On va essayer d'associer ces deux notions qui, bien sûr, ont une importance très grande en ce qui concerne l'Afrique. Nous sommes donc ici à Bruxelles, dans les studios de la Commission européenne, que nous remercions pour nous avoir permis d'organiser cette émission ici. Et je vais vous présenter tout de suite nos invités. À commencer par Madame Karine Huldner, qui est représentante de Concorde, la Fédération européenne des ONG de développement et d'urgence. Merci d'être là. À vos côtés, Monsieur Mohamed Anadif, qui est l'ambassadeur de l'Union africaine auprès de l'Union européenne et ici même à Bruxelles. Merci d'être là, Monsieur l'ambassadeur. Merci. Et puis alors, de l'autre côté de la table, il y a bien sûr Madi Kadimanjouji, qui est chercheur en économie du développement à l'UCL, l'Université catholique de Louvain. Merci d'être là. Merci. Et enfin, monsieur, vous êtes en quelque sorte notre hôte, monsieur Philippe Darmuzet, vous êtes chef d'unité au sein de la Commission de l'Union européenne et vous êtes responsable de gouvernance et de migration. Bonjour. Bonjour. Alors la première question sera pour vous, monsieur Darmuzet. Justement, on parle de gouvernance bonne, mauvaise, qu'elle a une importance au niveau des politiques d'aide au développement en direction de l'Afrique. Mais est-ce qu'on pourrait définir pour nos téléspectateurs de façon simple, pour un profane, ça veut dire quoi la gouvernance? Je donnerai une définition très simple. C'est la gouvernance, c'est la façon dont l'autorité et le pouvoir sont exercés. Mais ça ne suffit pas. Il faut savoir à quel niveau ils sont exercés et quelles sont les dimensions de la gouvernance. Donc, en général, on dit que la gouvernance peut s'exercer, et c'est un peu la recherche que nous avons faite au niveau du développement, mais au niveau politique en général, des relations entre les partenaires du Sud et du Nord, on s'aperçoit que la gouvernance peut s'exercer à un niveau international, au niveau national, au niveau régional et au niveau local. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout le niveau local. Ce qui est important, c'est de dire que on a besoin de parler de gouvernance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que on veut que nous soyons ensemble efficaces. C'est-à-dire que au niveau local, que les autorités locales, par exemple, exercent suffisamment bien le pouvoir et permettent aux citoyens d'accéder aux services et aux prérogatives que ce pouvoir leur permet de mettre en place au niveau local. C'est donc cela. La gouvernance, c'est l'efficience des gouvernants, en fait. C'est pas seulement l'efficience des gouvernants, c'est l'efficience des gouvernants et leur capacité à permettre aux citoyens de faire en sorte que cette efficacité, cette efficience soit au service de la nation dans sa totalité. Mais c'est surtout dans le cadre de la gouvernance locale la manière dont le citoyen au niveau local peut recevoir les services des autorités locales et peut en même temps participer au processus démocratique, au processus de développement d'une région ou d'un pays. Alors avant de continuer et de faire un tour de table, une question justement par rapport à cette gouvernance. En quels termes l'Union européenne, là où vous travaillez justement, vous qualifiez cette gouvernance de bonne ou mauvaise? Un ou deux critères pour cette qualification-là, et puis je vais faire réagir nos autres invités. Mais justement, la Commission européenne ne veut plus parler de bonne ou de mauvaise gouvernance. Elle préfère parler des... On a l'impression d'entendre tout le temps ce mot quand on écoute des discours au niveau de conférences ou quand on parle de développement, on parle justement d'aide à l'Afrique, on parle souvent de bonne ou mauvaise gouvernance. Oui, c'est exact. Mais l'évolution des choses a fait que c'était mal perçu et que cela donnait une image d'un jugement qui est fait par un partenaire vis-à-vis d'un autre partenaire. Et ce n'est plus l'objectif actuel. L'objectif actuel, c'est de parler du contenu de cette gouvernance. Par exemple, on parle davantage maintenant de gouvernance démocratique parce qu'on pense que les processus participatifs et démocratifs sont beaucoup plus importants qu'un jugement ou une photographie à un moment donné de la gouvernance. Cela ne nous empêche pas d'avoir à la définir un peu mieux et de voir quels sont ces niveaux. Alors à l'heure actuelle, par exemple, on dit qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension politique proprement dite, avec tous les processus démocratiques, le respect des droits fondamentaux, des droits de l'homme, etc. Il y a aussi le niveau financier et économique. La gouvernance économique, c'est fondamental dans le fonctionnement et dans le développement. En substance ? Par exemple, la bonne transparence de la gestion des ressources et des finances publiques d'un gouvernement. Mais il y a aussi toute une série d'autres types de gouvernance. La gouvernance environnementale. Comment
gérer les ressources naturelles d'un pays, comment faire en sorte qu'en maintient leur pérennité, comment on fait en sorte qu'elles sont au service du pays et peut-être même du monde. Et il y a une gouvernance globale. Darmuzé. Donc pour cette première introduction, je me tourne vers vous, monsieur l'ambassadeur Anadif, donc ambassadeur de l'Union africaine auprès donc, de l'Union européenne, ici à Bruxelles. Monsieur Darmuzé a dit on ne veut plus parler au niveau de l'UE de bonne gouvernance parce que c'était mal perçu de l'autre côté au sud. Vous représentez justement l'Union africaine, ce regroupement, cet ensemble justement des pays africains. C'est vrai que pour vous, l'association des deux mots bonne gouvernance, c'est quelque chose qui vous horripile? D'abord, je voudrais dire que pour nous, la finalité d'une gouvernance, avant d'être qualifiée de bonne ou autre, c'est quand même le bien-être des populations, le bien-être de ceux au nom desquels nous exerçons le pouvoir, au nom desquels nous agissons. Et c'est vrai que souvent, dans notre dialogue avec nos partenaires de l'Union européenne, nous nous sommes sentis à un moment ou à un autre qu'il y a un standard au niveau européen et qu'on veut calquer au niveau africain. Et nous disons toujours que la démocratie ou la gouvernance, dans son sens large, tel que ça a été défini par M. Darmuzé, doit tenir compte de son environnement, des populations pour lesquelles elle s'applique. Et de ce point de vue, en tout cas, nous nous réjouissons au niveau africain qu'il y a d'énormes progrès qui sont en train d'être faits, même si nous disons que nous ne sommes pas au standard. Et quel standard? Quelle est la référence? Et justement, qui définit les critères de référence? Justement, c'est en cela que nous disons à nos partenaires européens qu'il faudrait plutôt, pas qu'il y ait des standards, mais il y a des notions qui maintenant de plus en plus deviennent universelles, que nous acceptons tous, ce que nous appelons au niveau de l'Union africaine les valeurs partagées. Donc l'Union africaine a défini ses propres critères de bonne gouvernance. Là, de ce point de vue, nous disons au niveau de l'Union africaine, il y a un certain nombre de valeurs que nous avons définies en fonction de notre environnement, en fonction de notre contexte propre et que nous voulons, dans notre dialogue avec nos partenaires de l'Union européenne, les partager. Et la stratégie conjointe que nous avons adoptée à Lisbonne a cette particularité d'avoir dégagé quelque chose que nous avons appelé valeurs partagées, qui regroupe un certain nombre de notions sur la démocratie, sur les droits de l'homme, sur la paix et la sécurité, sur tous les partenaires de la migration dont il a parlé, où nous avons là quelque chose que nous essayons de tenir compte de l'environnement de chacun, mais concourir vers quelque chose qui tend vers l'universel, qui est le standard accepté au niveau mondial. Et là, de ce point de vue, comme je l'ai dit, l'Afrique, de plus en plus, en tout cas, au moins au niveau africain, nous avons des standards et que nous voulons faire partager avec nos autres partenaires qui coopèrent avec nous. Alors je tourne vers vous, Madame Ulmer. Alors vous représentez ces ONG de développement et d'urgence qui agissent notamment au Sud, en Afrique. Est-ce que vous pensez que les critères autodéfinis, si on peut dire, par l'Union africaine en termes de gouvernance, ce sont des critères qui sont acceptables de votre point de vue? Parce qu'on écoute souvent ça dans le discours des ONG. Vous êtes très critique vis-à-vis des gouvernements africains. C'est un peu vous qui êtes l'aiguillon un peu qui embête et qui influence peut-être aussi les institutions européennes sur le respect ou non d'une certaine bonne gouvernance? Je dirais pour nous, au niveau de nos partenaires, c'est clair qu'il y a encore beaucoup de défis pour avoir une gouvernance qui est responsive governance. Ça veut dire qui est en capacité de répondre aux besoins des citoyens au niveau de gestion de biens publics, etc. Pour nous, la question, le défi, c'est aussi un peu vis-à-vis de nos gouvernants européens. Et nous, on constate que la définition de gouvernance, les critères, les indicateurs, le profil, etc., c'est quand même, de notre côté, on dit plutôt une démarche unilatérale de la Commission européenne. Nous, on souhaitera qu'il y ait beaucoup plus de dialogue ouvert avec les citoyens et les gouvernements dans les pays africains pour définir un peu c'est quoi les gouvernances et comment on peut encourager aussi ou mettre en place des structures, des mécanismes pour avoir plus de capacité de côté de différents acteurs sur place pour définir à eux-mêmes et trouver des moyens pour encourager aussi des gouvernements qui répondent aux besoins des citoyens, mais aussi pour renforcer des citoyens qui sont en capacité de demander et de... Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas satisfaite par les critères définis par l'Union africaine que vient de présenter, aborder en tout cas M. Anadif?
Je pourrais dire que nous, on entend plutôt les critères européens. Nous, on souhaitera peut-être qu'il y a ouvertement les critères africains sur la table et les critères européens. De communication, monsieur l'ambassadeur, ils ne sont pas au courant là, de vos critères. C'est clair, c'est clair. Je crois que malheureusement, ce que nous disons et nous reprochons souvent à nos partenaires européens de façon générale et peut-être à nos partenaires, parce qu'ils le sont, des ONG comme Concorde ou autres, nous connaissons vraiment leur activité au niveau de l'intérêt. Mais malheureusement, souvent, ils sont sous-informés. Ils ne cherchent pas l'information peut-être, nous ne communiquons pas assez, c'est peut-être, mais souvent nous avons dit à nos partenaires européens que vous voulez entendre ce que vous voulez entendre. Moi, je suis là, je dis aujourd'hui, ambassadeur de l'Union africaine à Bruxelles, mais on ne s'intéresse pas à ce que j'ai dit, on ne s'intéresse pas à ce que je fais. Les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Les médias, nous avons dit, on a une image qu'on nous colle en Afrique. C'est un stéréotype qui ne bouge pas. Et nous essaierons, dans la mesure du possible, de dire, tant que nous sommes là, contactez-nous, allez vers nous pour vous dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui marche. Nous ne disons pas que tout est en rose, que tout est bon. Non, non, au contraire. Nous avons encore des insuffisances, mais nous faisons énormément de choses qu'on a besoin juste que les autres savent que ça existe. Exactement, je reviens vers vous, Madame Muller. Regardez peut-être un peu plus Vox Africa, maintenant que vous connaissez la chaîne, et vous aurez sans doute un autre discours sur l'Afrique, c'est ça qui est important. Mais poursuivez votre discours, parce que je vous ai interrompu. Vous étiez en train d'expliquer que par rapport à ces critères de gouvernance, vous aviez justement une sorte de vision unilatérale qui était celle de l'Europe, et peut-être pas celle de l'Afrique. C'est aussi parce que nous, on a suivi les négociations sur les APE, les accords de partenariat économique dont on a souvent parlé ici sur Vox Africa, mais on va aborder aussi le thème parce que je pense que c'est très important au niveau justement de cette question de la gouvernance régionale. Et c'est un peu les leçons de cette démarche aussi qui nous a enseigné qu'il y a un manque de discussion, il y a aussi un manque de transparence de deux côtés, nous, on dirait. Alors, je me retourne vers vous, Kadi. Alors, vous avez étudié de près, justement, le processus d'évolution des APE, mais peut-être un mot par rapport à la question de la gouvernance avant d'aller plus loin. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on a, sur ce plateau, plusieurs aspects. Moi, je dirais que dans le milieu universitaire, parler de gouvernance, c'est quelque chose de commun. Je précise d'abord, je ne fais pas de l'économie, du développement des droits économiques internationaux. Et donc, ce sont des questions qu'on traite. Donc, moi, quand l'Union africaine... j'entends que les ONG ne sont pas au courant ou très peu au courant. Dans le milieu où j'évolue, non, l'Union africaine est une réalité. Je veux dire simplement parce que ce sont nos études. Mais ce que je voudrais revenir, c'est qu'on oublie deux choses dans ce débat. On oublie l'État, parce que l'Union africaine fait de la communication, mais l'Union africaine produit des normes qui doivent être implémentées par les États. Et les États ne relaient pas. Et l'État est un acteur très, très important dans le développement. De même, les États ne relaient pas assez les attentes des populations locales, mais aussi le travail des ONG. Pour la petite histoire, anecdote, j'ai connu une guerre civile, et je peux vous dire que si ces ONG n'étaient pas là à ce moment-là, je ne serais pas sur le plateau avec vous. Donc il y a un travail réel des ONG qui n'est pas relayé par l'État. Deuxièmement, c'est la mondialisation. Quel État ? Les États à la fois d'Afrique et du Sud et du Nord. Vous parlez je parle des États du Sud. Des États du Sud. Pour ce qui est des États du Nord, il y a une autre politique. Donc vous avez énormément d'ONG de développement. On va dire il y a une plateforme. Et donc quand vous êtes à l'université ou quand vous êtes au niveau inférieur, vous savez ce que c'est le développement. Donc vous avez des moyens de communication plus larges. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'est la mondialisation. Elle a changé la donne. La gouvernance ne peut plus être l'apanage. La définition de la gouvernance ne peut plus être l'apanage du Nord ou du Sud. Elle doit être un produit construit entre partenaires. Ça ne peut pas être. On avait avant un développement top-down, c'est-à-dire le Nord disait, le Sud exécutait. Malheureusement, on verra avec les APE, l'exécution n'était pas parfaite. Maintenant, la mondialisation a changé la donne. Et il y a aussi une émancipation profonde, et on voit avec l'Union africaine, des pays du Sud. Et les ONG, qui étaient des acteurs mineurs à l'époque, sont devenus des acteurs clés du développement. On se retrouve vraiment dans une sorte de tripartite, mais ce qui se passe, c'est que les règles sont complexifiées, les normes ne sont pas clairement dites, comme l'a dit Madame, parfois. Il y a un manque de transparence évident,
Et il y a des contraintes comme la crise financière qui obligent parfois à faire des ajustements drastiques dont les populations locales souffrent. Très bien, merci en tout cas pour cet éclairage, Madi. Alors je reviens vers vous, vous vouliez réagir, oui, peut-être très rapidement, puis on évolue dans la discussion. Je voudrais réagir à l'ensemble, parce que ce débat est totalement le reflet de ce qui se passe. En fait, chacun a sa vision de ce que doit être la gouvernance, chacun a sa vision de la relation entre les acteurs de la gouvernance, et chacun a sa vision de la manière dont on devrait dialoguer sur ces sujets-là. Il existe un lieu où nous pouvons nous retrouver tous. Outre que le plateau de Vox Africa. Outre que le plateau de Vox Africa, c'est exactement ce que j'allais dire. Et je crois que ce lieu, c'est le lieu qui a été décidé lors du sommet de Lisbonne entre l'Afrique et l'Union européenne. Et ce lieu, c'est ce partenariat stratégique avec ces partenariats thématiques. On a, dans le cadre de ce partenariat global, je ne vais pas vous le décrire en détail, mais on a un partenariat sur la gouvernance démocratique et les droits de l'homme. Au sein de ce partenariat, tous les experts sont réunis pour parler de manière informelle de tous ces sujets. Et quand je dis les experts, je ne parle pas simplement des experts de la Commission européenne ou de la Commission de l'Union africaine, je parle aussi des représentants des États membres des deux côtés, mais je parle aussi de la société civile sous toutes ses formes. Et Concorde est d'ailleurs très bien placé pour savoir de quoi je veux parler, puisque nous sommes en train de mettre en place en ce moment un réseau qui permet de connecter les deux parties, la partie africaine et la partie européenne. Et je dois dire que l'un des enjeux essentiels du partenariat gouvernance démocratique et droits de l'homme, c'est la mise en place de cette plateforme dans laquelle on va pouvoir débattre de tous ces sujets et échanger des vues sur les concepts, sur les approches, sur la manière de mesurer éventuellement la gouvernance et sur la manière de la faire avancer positivement. Il n'est pas question de prescription dans ce cadre-là, il est question de dialogue avec un forum sur lequel on peut discuter tous ces sujets. Alors, vous avez cité un mot important en disant l'implication des sociétés civiles, alors, notamment les sociétés civiles qui se trouvent donc à la base, qui devraient inspirer, ou en tout cas pouvoir avoir partie prenante dans la définition des politiques qui les concernent. C'est de ça dont je voudrais qu'on parle à présent, notamment de cette gouvernance au niveau décentralisé, au niveau donc des régions, des sous-régions, et son articulation avec les enjeux du développement. Alors par rapport à ça, est-ce que l'Union européenne, dans sa stratégie de partenariat avec l'Afrique, est-ce qu'elle inclut ça dans sa démarche? C'est-à-dire ne pas agir simplement avec les États, mais aller au niveau local, là où ça touche les gens, là où ça concerne vraiment monsieur et madame tout le monde en Afrique qui attend justement un coup de pouce pour pouvoir progresser. J'ose à peine dire que oui, parce que il y a eu beaucoup d'efforts au cours de ces derniers mois, de ces dernières années, pour essayer d'appréhender justement le niveau local de la participation dans le contexte des réformes liées à la gouvernance. Et la Commission européenne, mais même l'Union européenne, a déjà échangé avec la partie africaine sur des processus en cours pour essayer d'appréhender mieux ces niveaux de gouvernance. Et notamment, au mois d'octobre de l'année dernière, une communication a été effectuée sur le rôle des autorités locales partenaires du développement. Et dans ce contexte, la Commission européenne a fait des propositions, mais qui sont l'objet d'un échange aussi avec son homologue de la Commission africaine, sur la manière concrète de développer l'appui à des processus de décentralisation au niveau strictement local en Afrique et ailleurs, mais surtout en Afrique. Deuxièmement, la manière dont les autorités locales elles-mêmes peuvent être mises en capacité de mieux effectuer ce processus d'implication des processus de décentralisation et d'implication de la société civile. Et troisièmement, la mise en place de propositions concrètes pour des échanges entre le Nord et le Sud sur ces sujets-là. Et c'est-à-dire, tout ça, c'est un chantier qui est ouvert. Actuellement, ce n'est pas encore le cas. Par exemple, quand vous définissez des budgets par rapport à un pays comme le Tchad ou le Nigeria, enfin le Niger ou un autre, est-ce que vos interlocuteurs, c'est uniquement les États ou vous avez aussi comme interlocuteurs les régions, les districts, les territoires? Absolument. Dans le cadre de l'accord de Cotonou, vous savez qu'il y a dans chacun des pays et dans les relations entre l'Union européenne et chacun de ces pays, ce qu'on appelle un document de stratégie pays et un programme indicatif national pour 6 ans.
c'est la durée du 10e FED, le Fonds européen de développement. Donc la durée du 10e FED, c'est la période 2008-2013. Et dans ce cadre, il y a une enveloppe financière pour chacun des pays pour appuyer un certain nombre de priorités qui ont été définies, évidemment, par le pays partenaire, mais aussi en consultation, si possible, et suivant les réalités locales, avec la société civile et les partenaires. Alors, donc, je suis sûr que Concorde dira que c'est insuffisant, et qu'on ne consulte pas suffisamment les partenaires, et qu'ils ne participent pas assez. Et probablement que Concorde aura raison, mais en réalité, l'objectif est là, et la réalité est là. Il y a donc des ressources directement affectées, à la fois au processus de décentralisation pour des programmes de décentralisation et à l'appui des autorités locales ou de la société civile pour participer à ces processus. Monsieur l'ambassadeur, du côté de l'Union africaine, est-ce que cette stratégie comme ça de décentralisation dans le cadre de l'aide ou la définition justement des stratégies de développement, c'est quelque chose que l'Union africaine met en place aussi et a intégré? Oui, non, je crois que l'intégrer, oui. Maintenant, nous sommes dans un processus évolutif. Je crois que l'accord de Cotonou dont il est question ici, la stratégie qu'on a adoptée à Lisbonne, ce sont des processus qui évoluent et qui s'enrichissent, qui se nourrissent de ce que nous tirons comme leçons les uns et les autres. Aujourd'hui, au niveau africain, faire associer le maximum de populations locales pour savoir exactement leurs préoccupations et les associer à la gestion de la chose publique, tend également à devenir un peu en quelque sorte la norme. La société civile également n'est plus seulement une société civile du Nord. Aujourd'hui, au niveau africain, il y a vraiment une émergence d'une société civile très dynamique, très participative, et comme il l'a dit dans l'accord de Cotonou, les acteurs non étatiques dont il est question et qui sont souvent associés, qui font des projets avec l'aval de leur pays. Et pour nous, aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie conjointe, non pas seulement sont associés la société civile à travers un certain nombre d'ONG, où nous avons le Conseil économique et social où ils sont représentés, nous avons fait pas mal de séminaires, tout ça pour descendre au niveau de la base. Il n'y a pas meilleur représentant de population que le Parlement. Nous avons aujourd'hui dans la gestion de cette stratégie le Parlement panafricain, le Parlement européen qui sont intimement également associés. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment, nous sommes au début d'un processus. On ne peut pas dire qu'à ce stade, on a atteint vraiment ce qu'on veut réellement. Mais les progrès sont notables. Tout à l'heure, mon frère avait parlé de la différence entre ce que nous concevons au niveau panafricain, donc au niveau de l'Union africaine, et sa mise en œuvre au niveau des États. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un agenda panafricain du développement. Souvent, c'est vrai, entre ce qui est arrêté au niveau de nos sommets et ce qui est mis en œuvre au niveau de nos États, il y a toujours un écart. Ça, c'est inhérent à une évolution que nous tentons de corriger. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que de plus en plus, l'agenda du développement africain commence à se mettre en place. Aujourd'hui, en matière de paix et sécurité, pratiquement les États de plus en plus délèguent tout au niveau de l'Union africaine. Dernièrement, nous avons un élément extrêmement important qui est le changement climatique, par exemple. Pour une première fois dans l'histoire du continent africain, après le sommet de février 2009, on a dit que désormais, pour le changement climatique, il faut que l'Afrique parle d'une seule voix, et on a délégué à l'Union africaine de faire une proposition pour le sommet de Copenhague, où c'est l'Union africaine seule qui va parler au nom de l'Afrique. De plus en plus, donc, on va s'acheminer vers faire en sorte que la voix de l'Afrique soit plutôt l'Union africaine. Et ça, c'est une évolution positive. Et je suis sûr que la société civile ne va pas s'y opposer parce que c'est dans l'intérêt des populations africaines de façon générale. Très bien. Réaction brève de Mme Mullner. Par rapport à ça, M. Darmuzet disait tout à l'heure, vous diriez sans doute que c'est insuffisant. Alors dites-nous pourquoi en quelques mots. Puisqu'il a répondu à votre place, mais je préfère que ce soit vous-même qui le dites. Je dirais, il disait aussi que c'est en train de, c'est un chantier, ça restera un chantier. Sur un chantier, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Nous, on dit au niveau de l'accord de Cotonou, on est très apprécié de ce qu'il y a dans l'accord de Cotonou, mais on regarde aussi qu'il y a d'autres stratégies, d'autres approches qui mettent aussi un peu en vide les provisions de l'accord de Cotonou. Et l'autre défi, très clairement, c'est l'implémentation. Et ça se passe au niveau local, national. Et qui bloque? Où ça bloque? Ça bloque au niveau de quoi? Au niveau des États africains, au niveau... C'est des réalités, c'est des enjeux, c'est des contraintes. Nous, on dit, je crois, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est les ONG sont quand même forts sur le terrain local. C'est en tout cas comme ça qu'on se définit. Vous êtes proche des populations. Ça veut dire, il y a une écoute, il y a une proximité, et cela n'est pas encore traduit dans les politiques, au niveau de l'écoute, etc. On voit aussi que les ONG qu'ils ont dans les consultations, déjà, le processus de consultation, nous, on dit que ça reste très, très maigre. Mais après, c'est qui est dedans? C'est les ONG qui se sont construits au niveau urbain, souvent capital, etc. On a besoin de plateformes beaucoup plus larges et aussi des manières de communication entre les ONG, grassroots, etc., qui sont beaucoup plus vivantes. Et pour que cela se passe, il faut aussi plus valoriser ce qui se fait et écouter à ce qu'il y a comme contribution. Parce que le développement, à la fin, ça se passe concrètement sur le terrain local. Exactement. Et c'est un puits, une route. Il y a encore beaucoup d'écarts entre ces réalités qui sont là et les politiques qui viennent du haut de différents milieux. Ouais. Alors, il nous reste 10 minutes. Je viens vers vous, Kadi, oui, pour faire justement l'articulation par rapport à cette stratégie, si on peut dire, locale, donc décentralisation, et la stratégie des APE. Parce qu'en préparant cette émission, vous m'avez dit il y a peut-être un hiatus entre les deux. Alors expliquez-nous en quelle mesure la stratégie, donc l'évolution des APE, est-elle contradictoire à la définition, si vous voulez, d'une gouvernance plus régionalisée, plus décentralisée? Mais en fait, je vais être clair. Les APE doivent être signés. Oui. Ça, c'est un fait. Ça, c'est votre point de vue? Ah oui, c'est mon point de vue. Je ne reviendrai pas dessus. Vous assumez? Oui, j'assume totalement. Mais pas en l'état. Ça, ce n'est pas possible. Je suis désolé pour les pays qui ont déjà signé des accords d'étape. Vous voyez le travail des ONG, il est formidable. Mais nous sommes dans des rapports inégalitaires, déjà. 31... La richesse de l'Union européenne représente, vous prenez les 777 pays ACP, c'est 31 fois la richesse de l'Union européenne. Donc l'Union européenne est 31 fois plus riche que les 77 pays ACP réunis, premièrement. Cet accord va diviser en 6 parts régionales les pays ACP. Il faut renforcer les régions à l'intérieur de ces 6 parts, ce qui n'est pas encore fait. Si vous prenez simplement l'Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO qu'on va prendre plus la Mauritanie pour prendre un exemple assez simple. On a l'UEMOA qui se tient, donc l'Union économique monétaire ouest-africaine, la CEDEAO un peu moins, ajoutée à la Mauritanie, mais on n'est pas en face d'une région qui est homogène économiquement. Les rapports de force sont différents, donc il y a un problème. Ça va nous entraîner dans quelque chose. Le problème, c'est que les zones définies dans les accords APE ne correspondent pas aux zones, si on peut dire, efficaces au niveau africain. Parce que parlons, l'ACP c'est très grand, mais parlons par exemple de ce qui concerne l'Afrique. Déjà, et je pense que les coûts de la libération, même si une aide financière importante de l'Union européenne sera mise en œuvre, ne suffiront pas justement pour assumer ces APE. Maintenant, je voudrais terminer, il y a une contrainte juridique qui existe, oui. C'est les accords de Marrakech de 1994, donc l'OMC. Et ça, il faut s'y conformer. L'OMC interdit de faire des accords préférentiels sur des critères qui ne sont pas objectifs. Mais par rapport à ça, on a... Je vais demander de conclure. Là. Ah, d'accord. Donc par rapport à ça, on a justement dans l'OMC, les pays africains, et j'espère que l'Union africaine le fera, va peut-être demander la révision de l'article 24 sur l'union douanière, sur les zones de libre-échange sur la région, pour pouvoir permettre une asymétrie plus grande quand les pays ACP, quand les pays du Sud entrent dans ce type d'échanges régionaux. Monsieur Darmuzet, justement, vous, la Commission européenne, vous poussez pour la signature de ces APE. Alors, si je comprends bien ce qu'a dit Monsieur Kadi Manzouzi, il y a un hiatus parce qu'il n'y a pas correspondance entre les zones définies et la réalité des zones qui existent, en tout cas sur le continent africain, et qui sont efficaces en termes de regroupements régionaux pour le développement. Ça, en quelques mots, je vais vous demander de faire ça en 30 secondes. Ça, ce n'est pas à cause des APE.
la réalité de ce qu'on a appelé en plaisantant la polygamie institutionnelle sur les processus d'intégration régionale et sous-régionale africaine est présente. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Union africaine est en train de voir graduellement comment on peut mettre petit à petit un programme de rationalisation des communautés économiques régionales. Et donc les APE ne sont qu'un instrument qui est arrivé et qui a dû se greffer sur cette situation, mais qui a essayé aussi de tenir compte des agendas d'intégration régionale. Le problème des APE fondamental et le succès des APE ne sera là que s'il y a un processus d'intégration régionale qui est réussi et personne d'autre que l'Afrique elle-même, que les régions africaines, que les États membres de ces régions africaines ne pourra le mettre en place sérieusement. Évidemment, la Commission européenne, l'Union européenne favorise la finalisation de ces accords de partenariat économique, mais pas à n'importe quel prix, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle le timing a été relativement adapté. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que le processus d'intégration régionale en liaison avec la dimension commerciale des APE est une phase dans l'intégration plus large de l'Afrique et dans le processus d'Abuja, qui est, si je le comprends bien, un processus beaucoup plus ambitieux. Mais il y a des étapes par lesquelles il faut passer. Alors, il y a des difficultés, évidemment, il ne faut pas se les cacher, mais mon dernier point, c'est de dire il n'y a pas, malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, d'alternative crédible pour le moment à des APE intégrés dans un contexte d'intégration régionale. Réaction de Madame Hübner, parce que je pense pas que les ONG partagent le même point de vue. Vous êtes très critique, vous, par rapport à l'évolution des APE. On aurait souhaité qu'il y ait plus de soutien d'une des institutions, le DG Développement, sur tous les concerns de développement dans les APE. On a manqué d'entendre cela. Nous, on dit qu'avec la gouvernance et la manière et les négociations de commerce, il y a beaucoup d'incohérences dedans. Ce discours-là, on devrait le mettre en place dans les APE, dans les négociations. Les pays en gouvernement se trouvent en situation de devoir presque marginaliser des groupes parce qu'il n'y a pas le temps. Il y a la capacité au niveau de négociation qui met un contraint très fort au niveau de mettre en place une gouvernance un peu crédible. Il y a aussi une question de normes, de standards. La redéfinition de l'article 24 de GATT. Pas trop technique, parce qu'il ne faut pas mais ça veut dire les standards, c'est très clairement, là, les standards, ils sont imposés. Il n'y avait pas l'espace ni l'envie de l'autre partie de la Commission de renégocier, d'ouvrir ce qui devrait être une bonne gouvernance de politique commerciale qui répond aux besoins des économies qui sont très différemment de ce que l'Union européenne représente. Alors nous, on dit qu'il y a un défi assez fort d'appliquer le discours de gouvernance dans et sur la manière comment l'Union européenne met en place et négocie ces accords de partenariat. Très bien, Madame. Monsieur Anadif, pour vous, pour conclure, mais en quelques mots, il répondait à la question, c'est-à-dire en quoi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Darmuzet en disant que l'évolution, en tout cas la stratégie des APE, essaye de correspondre, en tout cas, à l'agenda de l'intégration au niveau africain? Parce que beaucoup de critiques disent que ce n'est pas le cas. Oui, je suis d'accord avec les deux pour le fait que vous êtes diplomate, vous, hein, ça se voit. Non, vous êtes d'accord avec tôt ou tard, il faut signer des APE. Mais, autant M. Darmuzet parle d'étapes, autant pour le moment, il y a un forcing qui risque de nous faire briser ces étapes et on aboutira à quelque chose de contraire de l'objectif que nous recherchons. Et nous, au niveau de l'Union africaine, le constat est simple. C'est que nous avons 4 régions parmi les 6 dont il a été question tout à l'heure, qui ont commencé les négociations. À ce stade, elles se sont désintégrées. Même les 6 ne sont plus, les 4 ne sont plus les 4. Et donc, l'Afrique s'est trouvée, notre constat, nous, Union africaine, qui coordonnons, qui harmonisons, nous nous sommes trouvés avec maintenant 6-7 des accords intérimaires, des accords provisoires. Et ça, c'est dû à ce forcing de nos partenaires de l'Union européenne. Moi, l'article 24, justement. L'article 24... Il ne parlez pas trop de termes techniques. Non. De notre point de vue, il permet une interprétation, une lecture plus souple, plus large, qui peut nous permettre encore d'avoir un peu plus du temps et discuter encore plus pour aboutir à quelque chose que nous n'allons pas regretter.
Et la force de négociation de l'Union européenne, qui est une grosse machine face à l'Union africaine, qui a effectivement un manque de capacité, un certain nombre de choses, moi j'ai bien peur que ce partenariat, si on le force, c'est comme si tu tires dans une corde, elle risque de se briser. Et surtout, personne c'est des pays qui signent, je veux dire, et pays par pays. Il n'y a pas de, ce n'est pas l'Union africaine qui négocie. Pays par pays, parce que les pays vous disent quoi? On a la Côte d'Ivoire, par exemple, le Ghana, au niveau de la CEDEAO, qui ont signé. Le Cameroun aussi. On a dit, oui, l'Afrique centrale. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on a peur, si on ne signe pas, on risque d'avoir des problèmes. Et on est donc ça veut dire qu'ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils ont signé. Et c'est ça où, au niveau de l'Union africaine, nous attirons l'attention de nos partenaires pour dire, essayons peut-être de faire quelque chose avec l'OMC, essayons de faire quelque chose, d'avoir une interprétation encore plus souple de l'article 24 pour qu'on ait un minimum de temps pour peut-être faire quelque chose qui ne sera pas parfait, mais au moins qui aboutirait à quelque chose qu'on ne va pas encore remettre en cause quelque temps après. Allez, je vous donne quand même 10 secondes pour répondre parce que vous avez été mis en cause au niveau de la Commission européenne. Vous faites du forcing. Non, moi je pense que c'est l'OMC qui a été mis en cause, ce n'est pas la Commission européenne dans cette affaire. Clairement, on vient d'entendre que la Commission fait du forcing pour pousser les États africains à signer. Non, je pense qu'il ne faut pas présenter les choses de cette manière. La Commission, évidemment, doit tenir compte que dans le cadre de Cotonou, il y a un vide juridique qui s'est créé après le 31 décembre 2008 et que ce vide juridique ne pouvait pas continuer en raison des règles, si j'ose dire, de la gouvernance mondiale. Donc pas de forcing de la part de l'Union européenne. L'Union européenne fait un forcing uniquement pour qu'il y ait des accords de partenariat économique qui soient cohérents, qui aient une dimension intégration régionale parfaitement acceptée par l'Union européenne et par ses partenaires, et que la priorité soit donnée à ce processus et non pas systématiquement au processus qui consiste à simplement négocier les aspects purement commerciaux ou techniques avec le GATT. Il est bien évident que l'OMC... Et qu'on n'oublie pas la dimension développement. Mais la dimension développement et intégration régionale pour l'Union européenne est fondamentale. Voilà, ce sera le mot de la et fin, ne peut en aucun cas être ignoré, évidemment. On aura l'occasion de faire d'autres débats parce que tout ça est un processus qui évolue. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir répondu à cette invitation et j'espère que vous aurez l'occasion de continuer à discuter, comme on a dit, pas simplement sur le plateau de Vox Africa, mais aussi sur le plateau de Vox Africa. Merci en tout cas de participer à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Vice Versa. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.